Bonjour Stéphanie Carrasco, bienvenue. Vous êtes donc la directrice marketing France du groupe Aoste, leader de la charcuterie en France avec ses 4 marques Justin Bridou, Aoste, Cochonou, César Moroni. Et vous lancez une nouvelle phase en matière de RSE autour de 4 lettres, agir pour acteurs gourmands, innovants et responsables. Est-ce que finalement, c'est un engagement fort, on va le détailler. Il répond aussi à la demande des consommateurs. Vous êtes un peu poussé par les consommateurs à faire ça ? Alors, il répond totalement à l'attente des consommateurs, évidemment. Par contre, on est proactif parce que ça fait très longtemps en fait, qu'on travaille sur ce développement durable au niveau du groupe Aoste. Et puis, petit à petit, on met en place beaucoup de choses et on a décidé maintenant vraiment de l'organiser et de le structurer. Mais pour répondre à votre question, oui, effectivement, il répond aux attentes des consommateurs et on veut aller plus loin. C'est pour ça qu'on a des ambitions fortes. Ah oui, alors il y a 6 leviers qu'on va détailler ensemble. Je commence par les emballages. 100% d'emballages à base de matières recyclées en 2030. Moi, j'aime bien savoir, vous en êtes où aujourd'hui pour voir quel chemin il y a à parcourir ? Tout à fait. Alors, on veut aller loin puisqu'on va aller jusqu'aux emballages recyclés. Aujourd'hui, on a 10% de nos emballages qui sont en matière recyclable. Et on veut aller plus loin puisqu'on va passer par une étape jusqu'à 2025 d'aller en emballage 100% recyclable. Et après, une fois que sur le marché, il y aura suffisamment de matière recyclable, l'objectif, c'est de l'incorporer dans nos emballages pour devenir des emballages recyclés. Donc 10% 2020, 10% de plus 2021 et après à atteindre les 70% 2022-2023 pour arriver aux 100% 2020. Qu'est-ce que ça suppose comme changement ? Est-ce que ça suppose des changements même dans la chaîne de production, par exemple ? Qu'est-ce que ça suppose en termes d'investissement et de changement, ça, cet objectif-là ? L'investissement, il ne concerne pas que le groupe Aoste. Il va concerner évidemment les fournisseurs qui travaillent ardemment pour trouver des matières qui puissent être recyclables. Il va aussi toucher, j'ai envie de dire, toutes les entreprises de recyclabilité qui vont travailler pour justement que les matières soient recyclées après, donc les centres de recyclage. Et puis nous, alors ça va concerner évidemment nos process d'emballage, ça va concerner nos équipements, parce que dans chacune de nos usines, on a 6 usines en France, et dans chacune de nos usines, dans chacun des produits, on va avoir des matières qui vont être différentes et des équipements différents. Autre levier, les déchets zéro rejet en 2030. Vous devez créer une boucle circulaire dans l'utilisation des déchets. Ça passe notamment par la méthanisation. Alors, on a fait un débat il n'y a pas longtemps sur la méthanisation avec des associations de riverains qui souvent disent « attention, ça va trop vite ». Comment vous pouvez maîtriser cette dimension-là ? Parce que c'est du gagnant-gagnant, la méthanisation, si les agriculteurs sont bien formés. Tout à fait. Alors la méthanisation, on le travaille avec CVE, qui est notre partenaire. Donc on représente à peu près 15% des intrants. On a un gros projet de méthanisation qui va être à côté de notre usine d'Aoste. Et on a travaillé effectivement avec la commune pour vérifier que tout le monde était prêt et qu'on pouvait aller là-dedans. Le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même, toutes nos usines sont situées quand même dans des zones plutôt rurales. Et donc on travaille pour effectivement que ces usines s'implémentent correctement dans l'environnement autour duquel il est. Oui, ça suppose aussi de limiter la consommation d'eau pour tenir un objectif comme celui-là. Alors, on travaille sur énormément de leviers et effectivement, la consommation d'eau en fait partie. On travaille notamment sur la pollution par rapport à... On a aussi un zéro carbone, qui est un de nos objectifs. Leviers, on travaille aussi sur la réduction de l'eau et de la consommation d'eau pour pouvoir atteindre. Cet objectif de zéro, donc c'est zéro carbone en 2040, sachant que vos émissions de gaz à effet de serre, j'ai lu ça sur votre site, elles viennent à 78% évidemment des élevages. Là aussi, on est dans un partenariat ou dans un écosystème. Il y a une autre émission que je présente sur la chaîne qui s'appelle Écosystème. Ça veut dire qu'il faut que vous entraîniez avec vous vos partenaires agriculteurs. Tout à fait. En fait, on a fait en 2019 notre bilan carbone et on s'est rendu compte, comme vous l'avez mentionné, que 78% de notre bilan carbone était constitué de l'impact environnemental des ingrédients et des matières premières, et notamment de la matière du porc. Et donc, on va travailler avec nos éleveurs pour les accompagner dans ce développement durable et pour aller sur des fermes neutres en carbone, qui va constituer principalement 2 axes. Le premier, on va jouer sur l'alimentation pour arrêter le soja brésilien, aller vraiment sur une alimentation française. Donc, c'est trouver des sources de protéines françaises, c'est ça ? Exactement, et puis des cultures qui puissent être à côté des fermes. Et puis enfin, on a le traitement des lisiers avec des fossalisiers qui soient vraiment, qui neutralisent tout l'impact carbone qu'on peut avoir lié aux excréments de porc. Je reviens sur le soja brésilien. C'était une question de coût qui vous avait amené à faire ce choix. Ça coûtait moins cher ? Non, alors, c'est les éleveurs qui ont développé ça, donc je ne pourrais pas me
me prononcer là-dessus, mais j'ai envie de dire, je crois que la disponibilité aussi des matières en France ne sont pas là, puisqu'aujourd'hui on essaye de regarder le soja français et il y a quand même des problématiques de disponibilité. Voilà, donc l'objectif c'est effectivement d'aller sur plus de nourriture française et puis surtout proche des élevages. Alors il y a un autre objectif sur lequel je voudrais qu'on prenne un peu de temps, parce que j'imagine qu'il ne doit pas être si facile à tenir, 100% de bien-être animal en 2040. Est-ce que ça suppose pas une sorte de révolution culturelle, c'est-à-dire vraiment bouleverser, transformer les pratiques d'élevage? Exactement. C'est là où c'est un levier où on va vraiment travailler en collaboration avec les éleveurs pour les aider à transformer ces pratiques d'élevage. Donc là-dessus, on travaille en 2 étapes. On a vraiment un protocole socle qui s'adresse à 100% de nos fournisseurs et avec lesquels on va travailler sur les conditions actuelles, on va auditer, vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis on va travailler aussi avec des fermes pilotes avec lesquels on va regarder ce qui ne fonctionne pas, et toutes les bonnes pratiques qu'on aura identifiées, essayer de les transmettre à l'intégralité des éleveurs. Oui, c'est un processus qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une ferme pilote et tout le monde se rend compte de ce qui marche. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous voulez voir abandonner, en fait. Quelles pratiques vous ne voulez plus voir dans vos élevages? Alors, toutes les pratiques qui peuvent avoir un impact sur la souffrance des animaux tout au cours de leur vie. Donc, on va étudier à chaque étape, parce que qu'est-ce que veut dire le bien-être animal? C'est très large. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, pour avoir visité de nombreuses fermes, c'est que les éleveurs aiment leurs animaux et qu'il n'y a vraiment pas de mauvaises intentions. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner pour voir comment, en termes de moyens, est-ce que c'est, par exemple, le fait d'essayer de passer à l'extérieur? Est-ce que pour les porcs, c'est possible? Est-ce qu'on peut essayer de l'imaginer? Est-ce qu'économiquement, c'est viable? Est-ce que ça peut être risqué pour ces animaux? Parce que c'est des animaux très fragiles. Oui, mais c'est aussi une question de rendement. On sait bien ce qui pousse certains éleveurs à avoir des pratiques. Voilà, ce ne sont pas des monstres, les éleveurs. S'ils arrivent à ces pratiques, c'est parce qu'on leur demande du rendement. C'est pour ça qu'il faut les accompagner, voir avec eux les investissements dont ils vont avoir besoin et voir comment on peut mieux faire les choses ensemble. Il y a un autre levier, moi, qui me tient à cœur, c'est l'histoire des nitrites et nitrates, là, ces conservateurs qui nous permettent d'avoir un jambon cuit bien rose. Vous savez, on est tous sensibles au rose du jambon. Ça fait partie de votre objectif zéro ingrédient superflu en 2030. Alors, pourquoi il faut attendre une décennie pour y arriver ? Alors déjà, vous avez parlé effectivement de jambon cuit. Nous ne faisons pas de jambon cuit. Nous faisons du jambon sec, du jambon cru et du saucisson sec. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des process de production où effectivement il n'y a pas de cuisson. Et donc les nitrates et les nitrites apportent aussi la sécurité sanitaire. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est un ingrédient qui apporte la qualité gustative, puisque ça fait partie intrinsèquement de l'organoleptique du produit. Et donc, on travaille dessus. On a arrêté tout ce qui est nitrate et nitrite à partir de 2018 sur l'intégralité de nos jambons crus. Mais ça demandait un développement incroyable. C'est plus compliqué sur certains produits. Je ne sais pas, par exemple, les saucisses, les salaisons, c'est plus difficile. C'est plus compliqué parce que c'est vraiment intrinsèquement lié au goût de la salaison et parce que ça assure la sécurité sanitaire du produit. Vous êtes sur du cru, il faut faire très attention. Et donc, vraiment, c'est ce qui permet de sécuriser en fait que votre produit sera sain puisque c'est un conservateur. Donc ça va vous prendre 10 ans. Alors, on travaille d'ores et déjà et vous voyez qu'il y a des choses qui évoluent. Donc on a fait la partie jambon cru, ça a demandé énormément de développement. Maintenant, on travaille vraiment sur les saucissons secs pour arriver effectivement à les enlever, mais c'est beaucoup de travail et l'objectif c'est vraiment que des ingrédients qui aujourd'hui ne sont pas superflus, parce que si on les met dans nos recettes aujourd'hui c'est qu'on en a besoin, puissent le devenir grâce au savoir-faire des gens, grâce aux technologies, grâce à tout ça. Et donc ça suppose un investissement aussi en RSE. Merci beaucoup Stéphanie Carrasco d'être venue témoigner de ces 4 lettres, agir pour le groupe AOST. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est notre débat sur l'avenir du transport aérien en France.